surdiplômés, mais surtout, ils ont créé des entreprises qui marchent. Ils auraient pu faire une grande carrière dans le conseil en stratégie ou dans la banque d'affaires, et ils ont choisi le dur métier d'entrepreneur. L'occasion de faire un point avec eux sur la création d'entreprises et sur aussi la question comment est-ce qu'on passe d'un bébé entreprise à une entreprise moyenne, voire à une très grosse entreprise. Et comme c'est la fin du colloque et qu'il commence à faire un petit peu chaud, que le champagne n'est pas loin, on fait péter les slips et les culottes, puisqu'on reçoit Guillaume Jubaud du Slip Français et Agathe Molinard de Lemon Curve. Donc à ma gauche, Agathe, moins de 30 ans, elle aussi, créatrice du premier grand magasin en ligne dédié à la lingerie, le Sarenza du soutien-gorge, on pourrait dire. Vous êtes à la tête d'une entreprise en croissance, puisque vous réalisez plus de 100% de croissance tous les mois, ce qui est particulièrement impressionnant. Vous avez levé des fonds également. Ah, merci. Vous avez aussi levé des fonds considérables. Il y a aujourd'hui plus de 15 salariés dans votre entreprise. Une jeune pousse qui aurait donc eu un très bon engrais. Et à ma droite, Guillaume Gibaud. Alors Guillaume, lui, a décidé de se pencher sur un accessoire de mode tombé en désuétude, le slip, messieurs. Et pas n'importe quel slip, le slip Made in France, le slip français, puisque c'est le nom de votre entreprise. Guillaume s'est illustré l'année dernière en détournant les affiches de la présidentielle, vous vous en souvenez sûrement. Entre le changement de slip, c'est maintenant, et en slip, tout devient possible. L'occasion justement de revenir sur ce point. Alors juste peut-être pour commencer, un mot sur votre parcours d'entrepreneur à tous les deux. Agathe, vous ne le saviez peut-être pas, mais notre premier invité, Jacques-Antoine Grandjean, a commencé dans les caleçons. Donc il y a peut-être une filiation naturelle entre lui et vous. Vous avez une formation, vous, d'entrepreneur, ce qui est assez rare, quelque chose qu'on n'aurait jamais vu il y a quelques années et quelque chose que vous partagez avec beaucoup des étudiants dans la salle. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Bonsoir. Je crois qu'en ce qui me concerne, je suis née entrepreneur, puisque je ne saurais pas dire quand j'ai eu envie de monter ma boîte, mais ça remonte à quelques années. Lorsque j'ai passé mon bac, j'ai su que je voulais aller en école de commerce pour monter ma boîte. Donc pourquoi aller en école de commerce ? Parce que je voulais avoir les outils nécessaires. J'avais envie d'avoir une vision globale de la société, de maîtriser, alors, pas forcément maîtriser chacun des segments, mais au moins avoir une connaissance de chacune des portions de la société. Donc j'ai fait une fac, je n'avais pas du tout envie d'aller en prépa. J'ai fait une école et j'ai terminé cette école par une option entrepreneur. Ça me semblait presque insuffisant, je me sentais un petit peu trop jeune pour créer à la suite de cette école, donc j'ai terminé mon parcours scolaire par un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESCP en l'occurrence. Voilà. Donc en école, on ne forme pas que des managers. Un master spécialisé. À quoi Enfin, pas spécialisé, je veux dire. À quoi ça sert d'apprendre l'entrepreneuriat ? Je ne suis pas certaine d'avoir appris l'entrepreneuriat, mais je crois qu'en école de commerce, on est formé à un état d'esprit. C'est ce que disait Jacques-Antoine tout à l'heure. C'est qu'on n'apprend finalement pas grand-chose, mais au final, on se forme un état d'esprit qui est très fort pour manager, mais potentiellement pour faire d'autres choses. Et en fait, ce que m'a apporté ma formation, ce sont vraiment des outils. Ce que m'a apporté le master spécialisé, qui lui était vraiment tourné vers la création, c'est aussi de me plonger finalement dans cet univers entrepreneurial. J'étais entourée que d'autres étudiants qui souhaitaient créer leur boîte, et c'était vraiment l'objectif de chacun. Au sein de ce master, on bossait sur un projet en particulier de manière très concrète. Je suis rentrée dans ce réseau entrepreneurial qui est, je crois, très important lorsqu'on crée une boîte, jeune ou moins jeune, mais c'est quand même très important d'être entouré, surtout quand on a, je pense, un manque d'expérience en sortant d'école. Donc vous, Agathe, vous nous dites, j'ai toujours voulu être entrepreneur, ça c'était mon objectif. C'est évident. Guillaume, en sortant d'école, vous avez fait quelque chose d'un peu différent, puisque vous avez commencé par travailler dans une grande entreprise américaine, un peu traditionnelle. Et finalement, comme beaucoup de jeunes de la génération Y dont vous êtes tous les deux issus, vous avez claqué la porte après, je crois, un record de 3 mois. Qu'est-ce qui vous a déplu dans l'entreprise traditionnelle et pourquoi vous avez décidé de créer la vôtre ? En fait, moi, je suis sorti de HEC il y a 4 ans et je suis allé, comme 90% des gens en sortant de l'école, là où les mecs viennent vous proposer de travailler à la sortie. Donc je suis allé chez General Electric faire un truc qui paraissait sur le papier génial, qui était le graduate programme.
qu'on te dit que tu vas faire 4 fois 6 mois dans des endroits super et tout ça. Au final, j'étais à la Défense dans une mauvaise tour à faire de l'Excel jusqu'à 23 heures avec une collaboratrice allemande qui vous fait le sushi tous les soirs. Et vraiment, j'étais en dépression profonde. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc je suis parti au bout de 3 mois sans trop savoir ce que j'allais faire. J'aimais bien les métiers liés aux marques et à ce moment-là plutôt à l'alimentaire. J'aimais bien Michel Augustin, j'aimais bien ce genre de trucs-là. Et je passe des entretiens, je rencontre des gens et je tombe sur le patron de Bio C'est Bon, qui est une chaîne de supermarchés bio que vous connaissez peut-être, qui a aujourd'hui 20 ou 25 magasins à Paris qui se démerdent bien. Et je suis arrivé en face de lui, il m'a dit t'as pas l'air trop con, viens, je vais t'apprendre des trucs, on va bien se marrer. Et je suis arrivé, il venait d'ouvrir le 4e magasin, je suis reparti, il y en avait 10 un an et demi plus tard. Et voilà, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait plein de choses, sauf que des choses que j'avais appris jusque-là. Et voilà, l'entrepreneuriat vraiment pur et dur. C'est parce que dans l'entrepreneuriat, il y a du sens? Ça, c'est une bien grande question. En tout cas, moi, je m'y retrouvais, je gérais plein de trucs un peu pas forcément prises les unes après les autres intéressantes, mais je recrutais des gens, on ouvrait des magasins, c'était hyper intéressant. Je me suis dit, voilà, c'est ce que j'aime, c'est avoir des responsabilités, prendre des décisions, comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Et voilà, et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une idée un peu sympa, un produit que je pourrais remettre au goût du jour, et c'est comme ça que le slip est arrivé sur le Donc tapis. quand vous faisiez des nocturnes, il n'y avait plus de sushi, il y avait du quinoa, ou ça marchait comment? Non, il n'y avait pas de nocturne, ça qui était bien. Et non, et surtout, voilà, je comprenais quel était mon rôle dans la boîte, j'avais des responsabilités, voilà, c'était vraiment super. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors on voit tous les deux, vous représentez quand même une nouvelle génération. On parle beaucoup de la génération Y. Et donc si vous voulez, ensemble, on va essayer de définir un certain nombre de contours. Alors première question, Agathe, sommes-nous dans la génération Girl Power? Puisque vous êtes jeune, vous êtes une femme, et vous êtes jolie, donc on pourrait dire que vous cumulez tous les atouts. C'est la fin du colloque. Donc lorsqu'on s'est parlé un peu avant le colloque, je vous ai dit, Agathe, j'ai une idée super intéressante. On va parler d'un super sujet. On va parler du fait que les filles entrepreneurs entre elles se tirent tout le temps dans les pattes et que c'est horrible. Et m'avait dit, mais Adeline, mais c'est n'importe quoi. Il y a une solidarité incroyable entre les entrepreneurs. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Peut-être qu'elle se tire dans les pattes, mais pas dans mon réseau en tout cas. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, des femmes et des hommes. Et en l'occurrence, ce que je vous disais, c'est que, en gros, en tant que femme, on a finalement pour habitude de se retrouver assez régulièrement pour des déjeuners, pour s'échanger un peu nos tips. En l'occurrence, alors c'est très cliché, mais ce sont des femmes qui, pour la plupart, entreprennent dans le milieu de la mode, donc c'est d'autant plus facile d'échanger. Mais je trouve qu'il y a plutôt une entraide, mais que ce soit entre femmes ou entre hommes, enfin il n'y a pas de différence, quoi. À midi, je déjeunais encore avec des amis, des potes, des mecs en l'occurrence, qui sont entrepreneurs et avec qui je déjeune régulièrement aussi pour échanger. Alors du coup, finalement, le point que vous soulevez, c'est celui du réseau. Comment est-ce qu'on apprend à construire un réseau quand on est aussi jeune? Et qui compose notre réseau? Et quel est le rôle du réseau dans l'entrepreneuriat, de manière plus large? Alors moi j'ai découvert ce qu'était un réseau, en l'occurrence en arrivant en école. Je viens du fin fond de la campagne, j'ai des parents qui n'ont pas de réseau, du fin fond de la Drôme précisément. Donc j'ai découvert ce que c'était en école et j'ai compris l'importance de ce réseau. Alors pour chercher du conseil, pour aussi échanger, avoir le plaisir d'en donner quand on peut le faire. Quand on est jeune, on a un manque d'expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je crois qu'il faut savoir par moments s'entourer de personnes un petit peu plus expérimentées pour potentiellement éviter des erreurs, aller plus vite. Donc moi j'ai profité d'une certaine manière du réseau de l'ESCP, qui était un réseau d'entrepreneurs, puisque j'étais dans ce master, et puis j'ai su aussi le développer avec ces entrepreneurs derrière que j'ai rencontrés à d'autres occasions. Quand on parle de réseau, donc il y a les personnes avec lesquelles on échange de manière totalement informelle, mais je crois qu'il est aussi important de savoir s'entourer de manière un peu plus poussée. Et là, et bien là, en fait, moi j'y suis allée un petit peu au culot, parce que les personnes qui sont à mon board aujourd'hui sont des personnes que j'ai rencontrées
dans des conférences ou autres. Tout à l'heure, je crois qu'on parlait de la fille de Restopolitane, j'ai plus son prénom, mais qui est sautée un petit peu sur Marc Simoncini à la sortie d'un restaurant. Moi, en l'occurrence, j'ai voulu présenter mon projet à Boris Saragaglia, qui est le PDG de Spartoo. Et en fait, j'ai profité d'une conférence. Donc il est rarement présent publiquement pour lui parler de Lemon Curve. Je suis un peu sautée dessus à la fin de la conf, je lui ai présenté tout ça. Il a eu le malheur de me dire n'hésite pas si tu as des questions. Alors, sans abuser de ça et sans lui prendre trop de temps, j'ai finalement fait en sorte de garder ce lien toujours pour profiter de son expérience, puisqu'en fait, j'ai vraiment le même business model que le sien. Et c'est hyper important finalement de réussir à s'entourer de ce type de personnes parce que ça peut nous apporter une certaine crédibilité au démarrage, parce qu'on peut aussi échanger des choses très concrètes avec eux et gagner beaucoup de temps. Donc le conseil osé est plus que Génération Girls Power, la génération réseau. Oui, parce qu'en l'occurrence, à mon board, je n'ai que des hommes. Alors Guillaume, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est génération mixité, c'est-à-dire non plus le girls power, mais les garçons et les filles ensemble. Vous avez ce qu'on appelle une boîte de mecs, créateurs mecs, produits pour mecs. Est-ce que vous avez des filles au slip français et qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Ça apporte quoi une équipe mixte ? J'ai plus de filles que de garçons au slip français et on va faire de plus en plus de produits pour femmes au passage. Et ce qu'elles m'apportent, moi je trouve à ce stade, les gens que j'ai dans mon équipe, je trouve que les filles donnent beaucoup plus leur avis, elles ont un avis beaucoup plus tranché et qu'elles sont beaucoup plus carrées et plus organisées. Donc moi pour l'instant je suis vraiment très content des filles que j'ai chez moi. Ça ne veut pas dire que je vais recruter que des filles ou que des garçons, mais vraiment je suis très content des filles que j'ai dans mon équipe. Pourriez vous associer avec une fille ? Moi je suis pas forcément fan de l'association, alors après je sais que j'ai pas forcément la même... Je pense qu'il y a autant d'entreprises que d'entrepreneurs. Moi je suis vraiment... Vous vous associeriez pas tout court ? Ouais. Après, c'est vraiment... Pourquoi ? C'est un truc individuel, l'entrepreneuriat ? Moi, je sais que j'aime bien... je pense que je fonce dans ce que je fais et je m'amuse beaucoup. Et je pense que souvent, l'association, et en tout cas dans les jeunes boîtes, est faite un peu pour se rassurer. On va s'associer avec des potes qui ont un peu le même profil et un peu les mêmes compétences. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et quand on sait à quel point c'est difficile de payer des gens quand on est 3, 4, 5 associés et qu'on sait qu'un salaire brut chargé... Pour se payer 34 bruts, ça coûte 50K brut chargé à la boîte. Je pense que moi, ça me fait réfléchir. Après, encore une fois, je suis dans une optique où, pour l'instant, je n'ai pas levé de fonds et j'ai envie de continuer tout seul, mais c'est ma vision de la chose. C'est pour ça que je me dis que m'associer avec des gens, ça peut être... il faut être réaliste et à la fin, il faut que tout le monde arrive à se payer, quoi. Vous, Agathe, vous avez un associé homme. Vous êtes l'image de l'entreprise. Ça se passe toujours bien avec votre associé qu'on voit moins ? Ça, c'est une petite discussion qu'on a eue toutes les deux. L'association se passe très bien. Alors moi, j'ai créé une première société dans le déménagement. Donc oui, les femmes peuvent s'intéresser aux travaux publics et au déménagement et autres choses très sexy. Cette première société, je l'ai créée seule. Et en fait, je me suis rendu compte... Donc j'étais à l'incubateur de l'ESCP et je me suis rendu compte de mes limites, en fait. On ne peut pas être bon partout. On a forcément sa vision, sa façon de fonctionner. Et j'étais beaucoup aidée par un autre entrepreneur qui avait aussi une société seule, qui fonctionnait de manière totalement différente de moi. Moi, je fonce, quoi. Et lui, il réfléchit, à mon sens, un peu trop. Lui, il trouve que je fonce finalement un peu trop. Et en fait, sur cette deuxième société, ça me paraissait trop ambitieux pour être fait seul. Trop de travail à fournir finalement, avec une volonté en plus d'aller relativement vite. Et on a donc décidé de s'associer par complémentarité. Donc le profil est très similaire, école de commerce, mais finalement deux personnalités assez différentes. Donc après, l'association se passe bien, même si forcément les discussions sont un peu plus houleuses que lorsqu'on est seul pour prendre des décisions. Du coup, vous avez brièvement parlé de votre première boîte dans le déménagement, une boîte qui n'a pas été le succès escompté. D'où ma prochaine question, génération rebond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a connu un premier échec ? Est-ce qu'on abandonne l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une deuxième boîte en reprenant les risques ? Quand on a un premier échec, on apprend. Donc
C'était pour moi finalement une formation. J'ai bossé 2 ans sur une société de services autour du déménagement. J'ai appris énormément. Je pense que si Lemon Curve a été fondée aussi rapidement, c'est notamment parce que je me suis plantée sur cette première boîte. J'en ai tiré énormément de leçons. Et après, moi, je ne me suis pas posé la question. Moi, ça fait finalement tellement longtemps que j'ai envie d'avoir ma boîte et de m'amuser, de développer, de créer de la valeur, d'embaucher, que c'était une évidence qu'il fallait rebondir sur autre chose. Donc on remonte en selle tout de suite. Tout de suite, oui. Autre point, la génération débrouille. Ça, c'est pour Guillaume. Guillaume, vous vous êtes illustré il n'y a pas très longtemps en donnant une interview au Figaro, je crois, où vous avez expliqué que vous faisiez un plaisir d'embaucher des gens sous le statut d'auto-entrepreneur. Vous avez parlé tout à l'heure de ce que c'était qu'un salaire chargé, ce que ça représentait pour quelqu'un qui a des salariés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, pour être entrepreneur en France, savoir passer en dehors des lignes? Et puis la question bonus, vos relations avec l'URSSAF aujourd'hui, ça va comment? C'est une très bonne question. En fait, j'en avais même pas d'auto-entrepreneur, mais effectivement, cette interview m'a valu un contrôle URSSAF qui, ni dans le fond, ni dans la forme, était un moment agréable. Je pense que je donne beaucoup d'efforts pour essayer de créer des choses, et j'ai eu le plaisir d'avoir 4 personnes sonner en bas de nos bureaux. Bonjour, ouvrez. On ne sait pas qui c'était, on ouvre. Arrivent 4 personnes avec une carte, peut-être carte de presse, j'en sais rien, j'ai même pas eu le temps de la voir. Sortez les papiers de l'entreprise et franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de passer de message, mais je pense pas qu'il y ait de message pire pour un entrepreneur que d'avoir ce genre de choses chez soi, quoi. Enfin, voilà, je le parle. Franchement, je suis un peu ému parce que il y a que des gens, tout le monde a 25 ans chez nous et d'avoir des gens comme ça, on se dit mais en plus il se trouve que je suis parti en voyage de prospection à Tokyo et à Hong Kong après. On se dit juste, on n'a absolument rien compris, on est déjà mort et voilà, le train de la croissance est devant nous, quoi. Donc, des générations débrouillent, oui, mais chez nous, il se trouve qu'ils sont repartis bredouille parce qu'on était au carré et que voilà, on a des contrats de CDI pour 3 personnes et des stagiaires pour le reste. Voilà, mais débrouille, mais clairement, j'ai compris qu'il fallait être débrouille dans les règles. En tout cas en France. Alors, Génération Débrouille, vous l'avez dit, vous avez parlé du train de la croissance, de Tokyo, de voyage de prospection. Et donc là, ma question va pour Agathe. Génération Ambition, point d'interrogation, puisque vous avez quand même de très beaux projets pour Lemon Curve. Vous ambitionnez d'être un acteur majeur, voire le leader sur votre marché. D'abord, merci, parce que ça fait du bien d'entendre des projets qui ne pensent pas petits. Vous, comment est-ce que vous assumez cette ambition assez décomplexée? Je pense que c'est avant tout une question de personnalité. On a envie de... Enfin, chaque entrepreneur est différent, chaque entrepreneur monte une société peut-être pour une raison différente. Moi, je crois que ce qui me plaît, c'est de créer. Alors peut-être que d'ailleurs, dans quelques temps, je serai moins épanouie parce qu'il y aura plus de management que de création. Mais en l'occurrence, ce qui me plaît, c'est de créer de la valeur, c'est de créer des emplois, c'est de sentir que ça bouge, que je passe d'un projet écrit sur un bout de papier à quelque chose qui existe, quoi, qu'il y a vraiment des colis qui partent et que ça booste. Donc, peut-être aussi parce que j'ai monté une première société et que j'ai passé 2 ans à essayer de développer les choses, je me suis dit que la deuxième, il fallait quand même qu'elle soit un peu ambitieuse. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi, quand même. Donc, Lemon Curve, j'avais 2 solutions. Soit je lançais un site de lingerie, enfin de distribution de lingerie, un petit peu dans mon garage, mais ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais en me disant, voilà, je vais vendre mes produits tranquillement, je vais voir un petit peu ce que ça donne, je vais développer les choses doucement. J'aurais peut-être atteint une rentabilité plus rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Soit je me dis qu'en fait il y a une place à prendre sur ce marché. Mon avis, c'est aussi que sur internet il faut aller rapidement, que la place il faut la prendre vite, sinon on se fait rapidement manger. Donc cette place à prendre, je vais la prendre vite, je vais mettre toutes les économies que j'ai, je vais aller chercher un prêt, je vais peut-être lever des fonds plus tard et je vais essayer de voir grand. Moi, c'était mon envie, donc ça a été drivé par une volonté vraiment personnelle de se dire voilà, ce qui m'éclate en fait, c'est de faire ça, quoi. Et avec ça, il y a une question. Souvent, les jeunes entrepreneurs ont du mal à comprendre que il faut s'endetter, il faut faire des prêts, il faut accepter que la rentabilité ne soit pas immédiate. Où est-ce que vous puisez cette énergie-là pour se dire si je suis rentable dans 2 ans, ça vaut quand même la peine?
Alors, je sais pas si. Je pense pas que ce soit une obligation. Ma première société, alors en l'occurrence, je l'ai fermée, donc c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'était du service et effectivement, j'ai pas du tout eu besoin de fonds. Pour les Moncurves, c'est différent. Il y a du stock, il y a du marketing à financer. On vient pas sur un site internet par hasard. Face à nous, on a La Redoute, on a Brandalé, enfin finalement qui vendent de la lingerie, qui sont généralistes, mais qui vendent quand même de la lingerie. Donc la question, c'était où je puise. Je pense qu'il faut un brin de folie aussi quand on est entrepreneur, et à un moment donné, quand on croit en un projet, et bien finalement, il faut se mettre, il faut prendre toutes les ressources qu'on peut avoir autour de soi et les mettre dans le projet pour y arriver. Donc moi, la petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée de site de distribution de lingerie, j'ai creusé un petit peu la chose, et puis je suis rentrée donc chez ma mère dans la Drôme, et donc un vendredi soir, on dîne, et puis je lui parle un peu de ça. Je dis voilà, bon. Franchement, maman, Easy Life Pack, je crois que j'y arriverai jamais. J'ai l'impression d'avoir épuisé toutes les ressources commerciales que j'ai, etc. Par contre, il y a vraiment un truc là qui commence à vraiment m'exciter, c'est une idée de lingerie sur Internet. Donc je lui explique, et puis je dis, bah voilà. En revanche, c'est un projet pour lequel je pense avoir besoin de 300 000 euros. Donc là, ma mère, très rationnelle, qui n'avait forcément pas du tout ces 300 000 euros, et je ne les lui demandais absolument pas, m'a dit, vraiment texto, très bien Agathe, va te coucher, on en parle demain. donc en l'occurrence, ça lui a fait peur, quoi. Elle trouvait que c'était finalement énorme, que l'investissement, quand on a 26 ans, paraît un peu démesuré. Je me suis levée le lendemain matin, je lui ai dit, maman, je crois que j'ai toujours besoin de 300 000 euros. Et en l'occurrence, bon, ben voilà, comment je peux faire ? Et donc là, je ne me suis pas posé de questions, en fait. C'est-à-dire que le projet, j'y crois, le marché est là, je sens que finalement, Internet, je n'ai pas forcément de compétences spécifiques, je n'ai pas bossé 2 ans chez un gros e-commerçant. En revanche, je vais apprendre, je vais m'entourer, et puis les choses se feront progressivement. Donc je ne me suis pas posé de questions. Et aujourd'hui, elle dit quoi, votre maman ? Elle est contente puisque j'ai un salaire. Déjà, c'est une bonne chose, parce qu'elle m'a quand même beaucoup accompagnée pour vivre, parce que quand on lance une boîte, on n'est pas forcément, on est rarement payé dès le démarrage. Et aujourd'hui, elle attend quand même de voir, parce que rien n'est gagné, mais elle est contente du chemin parcouru. Alors, à vous entendre tous les deux, on a l'impression que ce qui vous drive vraiment, c'est la passion. On a l'impression qu'en fait, entrepreneur, c'est un peu le métier le plus cool de la Terre. Alors, juste Guillaume, pour terminer, quel est le message que vous aurez envie de passer aux étudiants qui sont là dans la salle pour leur donner envie de rejoindre les bancs des cools du Beauban ? Moi, effectivement, je m'éclate dans ce que je fais. Je n'arrête pas, mais j'ai un luxe énorme, et je pense que partagerai avec moi, c'est que j'ai jamais l'impression de travailler. C'est que voilà, c'est pas un peu quand même, mais non, j'ai pas l'impression de travailler. Tout ce que je fais m'amuse, pas tout, mais vraiment je m'éclate dans ce que je fais. Et je pense que effectivement il y a tellement un carcan quand on sort de l'école, quelle qu'elle soit, de se dire tout le monde va aller faire des métiers bien payés, il y a des voies toutes tracées. Il faut à un moment prendre le problème à l'envers et de se dire qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie et comment je peux en faire un métier. Et je pense que ça, à aucun moment on se pose la question quand on est en école de se dire qu'est-ce que j'aime bien faire. Donc voilà, je pense que c'est essentiel. Et après, il faut y aller, il faut essayer. Quand on a 26-27 ans, on n'a pas encore de contraintes, pas de charges, pas d'emprunt, pas d'enfants. Voilà, c'est le moment où il faut essayer. C'est un premier créneau pour monter une boîte. Il y en a peut-être d'autres dans la vie, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un très bon. Et voilà, moi je dirais, allez-y si vous avez un peu d'idées, une idée qui tient un minimum la route. Moi, je vends 50 000 slips par an, donc a priori, tout est possible. Merci à tous les deux.